Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire l'installation de pfSense dans VirtualBox. Alors, pfSense, nous allons l'utiliser donc comme firewall. pfSense est un firewall. La première chose, évidemment, que vous allez devoir faire, c'est de télécharger le fichier ISO, donc le fichier qui correspond à l'image en fait du CD-ROM, que vous utiliseriez en temps normal dans une machine physique pour faire l'installation de pfSense. Comme on est ici en virtualisation, eh bien on va télécharger simplement cette image que nous utiliserons ensuite dans VirtualBox pour faire l'installation de pfSense. Alors je vais passer sur ma machine pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors dans un premier temps, on va télécharger. Alors vous allez sur le site pfsense.org/download et vous demandez de télécharger la dernière image. L'architecture, dans mon cas, c'est AMD 64. Je pense que dans votre cas, ce sera le cas également. L'autre option, c'est pour des machines qui sont spécifiquement faites pour héberger pfSense, donc des machines, des serveurs Netgate. Vous téléchargerez l'ISO du CD et comme un miroir, vous avez le choix entre New York, Austin au Texas, Singapour ou Francfort. Bien, forcément, Francfort sera plus proche, donc normalement se téléchargera plus rapidement. Alors, j'ai déjà téléchargé évidemment le fichier que vous allez retrouver dans vos téléchargements. Le fichier est compressé, donc ici sous le format TAR, donc vous devrez d'abord le décompresser avant de pouvoir l'utiliser dans VirtualBox. Voilà, ça devrait se terminer. Voilà, voilà. J'ai donc mon fichier ISO que je vais pouvoir utiliser à présent dans VirtualBox. Alors, je n'ai plus besoin de cette fenêtre pour l'instant. Alors, la première chose, c'est que vous allez devoir créer une machine. Donc, machine, nouvelle machine. On va la nommer pfSense. À moins que vous vouliez être créatif, vous pouvez l'appeler évidemment Firewall également, comme vous voulez. Alors, pfSense est en fait basé sur du BSD en 64 bits. Donc, alors ça c'est de l'information, hein, vous pouvez vous pouvez le faire comme ça, c'est plus juste. On va assigner un meg de mémoire sur le firewall, c'est largement suffisant. On va prendre un disque dur plus petit, alors ça on va pouvoir créer juste après. Donc on va prendre un disque VDI, donc un disque VirtualBox, dynamiquement alloué, donc comme ça on ne prend pas toute la taille, donc on ne réserve pas d'espace sur le disque grandira en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Alors je vous ai dit, on va prendre un petit peu moins, donc je pense qu'avec 5 Go, j'ai largement assez pour installer tout ça. Et voilà, on va créer la machine. Ensuite, dans les configurations, alors là, plusieurs choses à faire. Première chose, c'est qu'on va rajouter l'ISO au fichier, enfin donc à VirtualBox, à la machine. Donc pour ce faire, vous allez chercher le fichier qui se trouve dans les téléchargements. Donc vous prenez bien le fichier ISO, évidemment, pas le fichier compressé. Voilà. Alors, le son, il n'y en aura pas, donc c'est pas nécessaire. Le port USB, vérifiez que c'est bien USB 1 si vous avez les extensions pour éviter d'avoir des problèmes quand vous exporterez votre machine. Port série, vous pouvez les laisser comme ça, il n'y a rien besoin. Alors, ce qui sera nécessaire, c'est d'activer au moins deux interfaces. Alors, la première interface, elle sera en mode bridge sur votre interface, donc sur votre carte réseau. Dans mon cas, la carte réseau s'appelle ENP0S3. En fonction, si vous êtes sous Windows, sous Mac, sous Linux, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ici, par exemple, vous pourriez avoir carte Intel, Gigabit Ethernet. Peu importe, en tout cas, trouvez la carte qui correspond à votre connexion sur votre réseau local. Donc, on va créer d'emblée une deuxième interface qui sera cette fois-ci non pas en accès par pont, mais qui sera un réseau virtuel qui sera interne à votre PC, interne à VirtualBox. Et ce cas-ci, je vais l'appeler par exemple LAN, donc pour créer en fait la zone LAN sur mon firewall. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons simplement démarrer la machine. Alors, au début, il va vous proposer de booter sur le CD-ROM. Ben oui, on va choisir de booter sur le CD-ROM.
Alors, visiblement, il n'a pas trouvé le CD-ROM. On va recommencer. Donc, démarrer. Boot option, alors on va faire comme ça ira plus vite. On va booter de nouveau sur le CD-ROM et là non plus, ça ne veut pas fonctionner. On va refaire une dernière tentative. Donc F12, on va booter sur le CD-ROM. Voilà, visiblement il y a un petit souci. Alors, là c'est parti. Je me permettrai de mettre de temps en temps en pause puisque ça va prendre un certain temps. Donc s'il y a des moments où il ne se passe rien, eh bien je mettrai en pause. Donc vous verrez peut-être l'écran changer un petit peu rapidement. Alors, après un petit peu de temps, vous allez arriver d'abord sur accepter les conditions. Donc si vous les acceptez, vous faites Enter tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut installer. Donc on va cliquer sur Install. Voilà. Alors, il va vous proposer dans un instant de choisir votre key map, donc le clavier que vous utilisez. Alors, je vous avoue que par expérience, je sais que ça ne fonctionne pas toujours. Donc, du coup, voilà, vous pouvez sélectionner effectivement le clavier belge. Maintenant, j'ai déjà constaté que malgré tout, le clavier reste en QWERTY. Mais bon, mettez-le quand même, comme ça, au moins on a fait notre travail. Alors ensuite, pour l'installation, il vous demande le partitionnement. Laissez simplement en automatique, il fait ça très bien. Et c'est parti pour l'installation du système sur le disque dur. Donc là, il termine de copier les fichiers sur le disque. L'installation est terminée. N'oubliez pas d'abord d'éjecter le disque. Donc ici, on va d'abord simplement ne pas créer un manifeste, donc ça, ce n'est pas nécessaire. Voilà. On éjecte le disque, sinon on va avoir un problème, c'est qu'on va relancer l'installation. Voilà, et on lance le reboot. Bon, visiblement, il y a un petit stress, on va faire ça nous-mêmes du coup. Hop. On redémarre. Là aussi, je vais mettre en pause et je reviens dès que nous sommes sur la fenêtre principale. Et voilà, nous arrivons à la fenêtre, sur la fenêtre principale. Alors, si vous êtes sur un réseau chez vous à la maison, eh bien, a priori, vous avez du DHCP. Et donc, le firewall aura déjà configuré son interface WAN avec une adresse de votre réseau. Vous voyez, chez moi, par exemple, c'est la 192.168.10.143. J'ai aussi de l'IPv6 sur mon réseau, donc on a aussi de l'IPv6 sur l'interface WAN. Et par défaut, il a créé le réseau 192.168.1.1 sur le LAN de votre réseau. Alors, pour configurer le firewall, la partie que vous voyez ici va permettre de faire une configuration vraiment de base, donc assigner des interfaces, mais dans le cas ici, les deux interfaces ont déjà été assignées. Donc on a l'interface WAN qui se trouve sur EM0, l'interface LAN sur EM1. Vous pouvez configurer les adresses IP. Alors, côté EM0, c'est déjà fait, puisque en DHCP, il a obtenu l'adresse IP sur votre réseau domestique. Pour la partie LAN, si le range qui est attribué n'est pas en conflit avec le réseau sur lequel vous vous trouvez à la maison, donc si vous n'avez pas du 192.168.1 chez vous à la maison, a priori, vous pouvez
laisser ce réseau-là. Maintenant, si vous préférez changer, eh bien, vous pourriez tout à fait passer sur un réseau 10 par exemple. Alors, pour l'exemple, nous allons le faire ici. Donc, je vais configurer l'option, enfin, demander de changer l'option 2. Je vais configurer le LAN. Alors, l'adresse IP, ce que je propose, c'est qu'elle soit 10.0.0.1 pour le firewall. Ce sera un /24. Et est-ce que c'est un WAN ou est-ce que c'est un LAN? Dans mon cas, c'est un LAN, donc je ne dois pas configurer autre chose que les informations que j'ai données ici. On ne va pas configurer d'IPv6 pour l'instant. Est-ce qu'on veut activer du DHCP? Oui, on veut activer du DHCP. Si on active du DHCP, il faut donner le range dans lequel le serveur DHCP va prendre ses adresses. Donc je vais prendre par exemple 10.0.0.100 pour le début du range. Et 10.0.0.150, ce sera largement assez, 50 machines, pour la fin du range dans lequel on va piocher des adresses IP. Alors ici, on doit faire un petit reset du Web Configurator. Donc le Web Configurator, c'est ce qui nous permettra de configurer en interface graphique le firewall. Donc je dis oui. Il va maintenant adapter la configuration. Et nous allons revenir normalement sur la fenêtre principale avec ces changements. Voilà, ça arrive. Et donc il nous dit aussi qu'on peut se connecter en HTTP sur l'adresse 10.0.0.1. Vous voyez donc maintenant mon LAN a été adapté. J'ai décidé de travailler dans le réseau 10. Ce que je vous conseille pour être sûr de ne pas vous retrouver dans le même réseau 192.168 que ce que vous avez sur le réseau à domicile. Bien entendu, si le réseau à domicile chez vous est déjà dans du 10, eh bien alors à ce moment-là, vous laissez 192.168, mais c'est juste pour essayer de bien scinder, de bien dissocier les réseaux sur lesquels vous travaillez à la maison et les réseaux sur lesquels nous allons travailler pendant le labo, donc le LAN et la DMZ qui se trouvent derrière le firewall. Jusqu'ici, c'est tout ce que nous allons faire. Nous avons configuré simplement vraiment la base du firewall. Donc nous avons configuré son interface LAN en particulier, sur laquelle on va maintenant pouvoir se connecter avec une interface graphique. Mais pour ce faire, il va falloir d'abord installer une deuxième machine sur le LAN, à partir de laquelle on pourra se connecter avec un browser web vers l'adresse http 10.0.0.1. La suite donc dans les prochaines vidéos.